Aurélie Saada, on vous connaît surtout pour votre voix langoureuse et vos compositions sous la coupe des Brigitte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vos textes sont toujours remplis de profondeur, ce qui semble assez logique lorsqu'on est fille d'une mère psychanalyste, passionnée par la musique. Et je crois que cela vous a valu des moments assez épiques dans votre vie. Je m'en explique. Le chanteur de reggae ivoirien Alpha Blondy dans votre salon, puisqu'il était un ami de votre famille. C'est une histoire vraie. Ce qui a généré toutefois une petite frustration chez vous, qui rêvait de rester avec lui, donc dans le salon de papa et maman, quand vous n'aviez que 5 ans. Alors, c'est à partir de 10 ans et les années qui ont suivi que vous vous êtes, entre guillemets, vengé, on va dire ça comme ça, dans le piano bar, le Bang Bar de votre oncle Jean-Luc, que vous avez depuis remplacé, je crois, par le Nopi dans le 18e arrondissement de Paris, ou encore, il me semble, à l'Hôtel du Temps dans le 9e arrondissement de Paris. Mais à l'époque, vous allez chanter et danser avec toutefois l'accord de votre mère, et vous repreniez notamment Mademoiselle chante le blues de Patricia Cass. J'ai adoré cette chanson. Et c'est d'ailleurs une satisfaction sur la vie parce que vous lui avez écrit un single, Madame Tout le Monde, en 2016, après avoir travaillé avec Marc Esposito ou encore Johnny Hallyday. Mais revenons à vos débuts de petits pouces, comme on dit. C'est sans nul doute au Bang Bar que vous avez développé votre talent pour la musique. Et grâce à votre maman, on ne va pas le cacher, puisqu'elle commençait à vous initier à Led Zeppelin ou aux Beatles. Mais votre truc à vous, c'était plutôt les titres de Stevie Wonder. d'Elton John ou encore de Prince, c'est quel bon goût. Mais je crois que le titre que nous sommes en train d'écouter, Pastime Paradise, représente quelque chose d'immense pour vous. Ah, immense. Je l'ai écouté en boucle. J'étais complètement bouleversée par le rythme, la voix. Bouleversée en fait. Je trouve que et puis ce que dit cette chanson, c'est magnifique. C'est une très belle chanson qui avait été reprise dans les années, je crois, on va dire 90 par Coolio, Gangsta Paradise. Je sais plus dans quel film c'était, mais cette chanson avait fait grand bruit. Pfeiffer, Exactement, bravo. Et puis à vos 16 ans, vous avez fait un gros virage. Vous avez fait partie, vous nous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, du groupe Yiddish Mama. Vous chantiez quoi? Avec Adama. Oui. Je chantais en yiddish. Le Yiddish Adama, pas Mama. Je chantais en yiddish. Je chantais Bei mir bist du schön. Je chantais Yingele, Nirtvein. Pour le coup, moi j'ai envie de vous entendre un petit peu en yiddish, si on a la chance de pouvoir vous entendre sur le groupe Yiddish. Je l'ai pas, mais je pense que vous vous en souvenez un petit peu. Ah, moi je m'en souviens très très bien. Je chante même Bei mir bist du schön au début du film Rose. J'ai glissé ma voix. Wenn die Sonne schwarz wie ein Kutter, après je sais plus. Bei mir bist du schön, bei mir aus der Rhein, bei mir bist du einer auf der Welt. C'est trop beau, bravo. Vous avez suivi par la suite les cours de l'école Suden Théâtre de Raymond Aquaviva, mais aussi la classe libre du cours Florent. Ouais. Et les prémices, c'était un petit peu les prémices du cinéma pour vous. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Alors c'est marrant parce que c'est jamais un métier qui m'a éclaté et procuré de la joie d'être comédienne. Par contre, j'ai vraiment aimé prendre des cours. J'ai vraiment aimé. Je crois que c'est ce qui m'a donné envie de diriger les acteurs. C'est ce qui m'a donné envie, dans ma façon d'écrire des dialogues, de faire en sorte que tous les acteurs aient quelque chose à manger, qu'ils aient tous quelque chose à défendre et du texte. Voilà, que aucun rôle ne soit secondaire. Même les plus petits rôles sont très importants. Je crois dans mon film. En tout cas, c'était important pour moi. Bien sûr, et bien plus tard en 2001, parce que sans doute la comédie, comme vous venez de nous le dire, c'était pas trop votre truc. Vous avez signé chez le label Deux Labels sous un pseudonyme. Ouais, improbable. Mayanne Delem. Ouais, j'avais un mec à l'époque qui me disait Aurélie Saada, c'est moche. Quelle drôle d'idée. Alors Mayanne Delem, c'est pas vraiment mieux. C'est pas vraiment mieux, c'est vrai, mais je crois que Mayanne, ça veut dire quelque chose en hébreu. Ça veut dire la source en hébreu. Ça veut dire la source. Mais c'est pas du tout, enfin, c'est pas moi. Et bien voilà, c'était porté par le single qu'on est en train d'écouter, Je pars avec toi, qui s'est classé numéro 55 dans les charts français. C'est issu de votre album Un monde ailleurs, aux influences pop-rock. Ça paraît fou quand on vous connaît aujourd'hui. Bizarre, ouais. C'était en 2003. Et c'est un peu un genre de dernière danse de Kyo en solo, non? Ouais, c'est un peu ça. C'est une musique qui était un peu l'espèce de truc un peu tendance à cette époque-là, mais qui ne me correspondait pas du tout. D'ailleurs, j'étais assez malheureuse. Oui, vous n'avez pas aimé cette période? J'étais pas heureuse. C'était pas vraiment mes chansons, c'était pas ma musique, puis c'était pas mon nom surtout. C'était très bizarre pour moi. Alors aujourd'hui, vous aimez ensuite Radiohead, Stevie Wonder, on l'a dit, les Eagles ou plus récent le
le dernier album d'Orelsan que vous écoutez en ce moment. C'est un style très éclectique qui vous nourrit finalement, Aurélie Saada. En fait, je crois que je suis vraiment touchée par les artistes qui parlent d'eux, qui ont une véritable identité, qui n'empruntent pas leur identité ailleurs, mais qui vont creuser dans leurs émotions et dans leur réalité pour fabriquer des choses. Moi, il n'y a rien qui me bouleverse plus qu'un artiste qui parle de lui. D'ailleurs, je trouve que c'est ce qui est magnifique dans le dernier album d'Orelsan. C'est vrai, le dernier album avec des paroles très très fortes dont on a beaucoup parlé sur cette antenne. Aujourd'hui, vous dites, quand je vous ai posé la question, écoutez beaucoup d'artistes morts. C'est ce que vous m'avez répondu. Parmi eux, Julie London, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, les Mamas and Papas, Claude Nougaro. Il semblerait que vous m'avez dit, du mal à dire artiste préféré parce que vous avez dû abandonner cette idée avec l'adolescence. Expliquez-moi ça. J'ai du mal à dire préféré. Je trouve ça toujours hyper réducteur. Et puis moi, je change d'avis tout le temps. J'écoute des choses, je les écoute en boucle, puis après j'ai envie d'écouter autre chose. C'est très difficile pour moi de dire préféré. Alors si je dois dire préféré, il faudrait que je dise quelqu'un que j'écoute depuis très très longtemps. Et forcément, alors j'aurais envie de dire quelqu'un qui a une très longue carrière, donc forcément quelqu'un qui est mort. Voilà. Donc Stevie Wonder est encore avec nous. On fait attention à lui. Il est encore vivant, bien sûr. Radiohead est un groupe qui, voilà. Enfin, on peut toujours écouter les disques et suivre la carrière de Thom Yorke. Mais oui, j'aime le jazz. J'écoute beaucoup de jazz. J'aime Peggy Lee, Julie London. Je suis complètement bouleversée par les voix d'Ella Fitzgerald. Il y a quelqu'un que vous avez beaucoup écouté parmi les titres que vous aimez et que vous n'avez pas cité. Un titre qui vous a touché longtemps sur votre playlist apéro. Ah ouais. Un chanteur et auteur-compositeur brésilien reconnu par beaucoup de critiques musicaux comme le père du soul brésilien, le chanteur brésilien Tim Maia, avec son titre Et la Partio. Ouais, on écoute. J'adore. C'est vrai que c'est la chanson que j'écoute le plus, je crois. Et honnêtement, depuis que j'ai découvert grâce à vous, je l'ai aussi mise en boucle. Voilà. Et puis ça me donne envie de rebondir un petit peu avec vous, Aurélie Saada. Comme vous avez déclaré aimer ce titre sans savoir ce qu'il veut dire, eh bien c'est l'occasion de vous l'expliquer. Merci. Comme il n'y a aucun hasard et que nos goûts culturels révèlent beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, il va sûrement résonner avec une histoire en vous. Elle est partie et n'est jamais revenue. L'histoire d'une femme qui est partie et d'un homme qui ne veut que savoir où elle est pour aller la chercher. Il cherche désespérément un conseil, un indice à ceux qui l'entourent et leur demande d'insister, mais elle a disparu et elle n'est jamais revenue, laissant son amant esselé sans connaître la direction. Il ne dort plus une seconde, fatigué, blessé, épuisé par la perte de son amour cher. Est-ce que ça vous parle, Aurélie Saada ? C'est tellement triste, ces questions en suspens. L'amour, les histoires d'amour sont faites de ça. Enfin, moi en tout cas, mes histoires d'amour sont faites de questions. Pourquoi est-il parti ? Qu'est-ce qui fait qu'il est parti ? Pourquoi n'est-il pas revenu ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Dites-moi qu'elle est partie pour un autre que moi, pas à cause de moi. Ouais, moi c'est ma question perpétuelle. Je suis pas la reine de l'amour, donc c'est sûr que je m'interroge beaucoup. Mais c'est votre façon de voir l'amour et c'est communicatif, parce que je pense que beaucoup vont s'y retrouver. Et dans cette façon de mieux vous connaître, il y a ce film culte, Annie Hall, de Woody Allen, qui explore les profondeurs de la relation humaine et que vous prenez, je crois, beaucoup de plaisir à revoir. C'est l'histoire d'Alvy Singer, qui est Woody Allen, on va dire un incurable névrosé, obsédé par la précarité de l'univers, mais également par Kafka, le sexe, la mort et le chagrin et la pitié. Il tombe amoureux d'une jeune femme assez délurée qui s'appelle Annie, donc Diane Keaton dans ce film, avec qui il développe une relation marquée par de nombreux moments de bonheur jusqu'à ce que finalement surgissent des tensions liées à leur vie professionnelle respective. Dans ce film, Woody Allen donne des notes aux femmes et il dit notamment qu'une relation, c'est comme un requin, ce doit être en mouvement ou ça meurt. Vous êtes d'accord avec lui ? Ouais, tout doit être en mouvement ou ça meurt de toute façon. Il y a que le mouvement qui crée de la vie. D'ailleurs, je rebondis sur le film. C'est à partir du moment où Rose se met en mouvement, où elle prend des risques, parce qu'à son âge, elle prend des risques de faire ce qu'elle fait. Ses enfants ont très peur pour elle, voudraient qu'elle reste enfermée à la maison et qu'elle ne bouge pas, qu'elle fasse des gâteaux et des boulettes et puis qu'elle soit heureuse là où elle est. Mais en même temps, c'est parce qu'elle prend le risque de vivre, parce qu'elle prend goût à l'aventure, qu'elle risque de tomber, mais qu'elle est vivante et que la vie est belle.
Ça vous fait peut-être un point commun avec Pascal Elbé qui joue dans votre film et qui a une passion particulière pour un film qui s'appelle L'homme qui aimait les femmes de François Truffaut avec Charles Denner et Brigitte Fossé qui parle aussi d'un névrosé finalement en quête d'amour. Toujours un petit extrait. Je n'ai pas le droit de vous aider à faire votre valise. Vous vouliez toujours me montrer votre indépendance, votre autonomie, le côté « j'aime la solitude, moi je n'ai besoin de personne ». Mais en réalité, je n'avais besoin que d'une personne, c'était vous. Mais je m'en rendais pas compte. Au début, je vous ai aimé sans savoir, et puis après, en sachant. Et pour vous, c'était fini. C'est vraiment un extrait de ce film que je trouve très attachant et très lié à la réalité des choses. Donc je me suis dit que c'était pas mal d'en parler parce que une question subsiste. Pourquoi se passionne-t-on toujours pour ces hommes avec un petit h qui aiment mal, selon vous, Aurélie Saada? Est-ce qu'on se passionne pour eux? Je sais pas. Oui, certainement. Est-ce qu'on cherche quelque chose de nous à travers ça? Puis, comme je vous disais, ce qui est assez étrange, c'est que finalement, je crois que les déboires, l'anti-long fleuve tranquille est certainement ce qu'il y a de plus fécond. C'est là aussi qu'on se découvre. C'est ces histoires-là qui nous font écrire, qui nous font créer, qui nous font nous découvrir et peut-être que le chaos est bien plus fertile que le sommeil. Sans nul doute. Il y a maintenant des ouvrages, un ouvrage que vous aimez particulièrement, c'est Blonde. Ouais. Vous l'adorez et vous l'offrez régulièrement. C'est écrit par Joyce Carol Oates. Joyce Carol Oates, ouais. Exactement. Il retrace la vie de Marilyn Monroe. Ouais. En résumé, c'est la belle princesse qui est condamnée à chercher dans les yeux des autres la confirmation de sa propre existence, tout en étant un peu victime du monde des hommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est beaucoup plus complexe que ça, ce film, et c'est ça qui est magnifique. D'abord, c'est un rapport toxique entre une mère et sa fille, entre un enfant pas complètement désiré qui naît avec beaucoup de secrets, un rapport compliqué avec une mère, un rapport compliqué avec des hommes, une quête perpétuelle, une femme dans un monde où finalement elle est un peu à la merci des hommes et de sa condition. C'est une histoire romancée de la vie de Marilyn. C'est ça. Mais c'est tellement bien écrit que quand on a fini ce livre, j'ai l'impression qu'on connaît mieux Marilyn que comme on la connaissait jusqu'à maintenant. Tout à fait. Elle est tellement profonde, délicate, émouvante, bouleversante. On se reconnaît beaucoup dans ses déboires, dans les déboires de cette femme, dans ses guerres intimes. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux livres sur la condition féminine qui existe. Est-ce que vous êtes un peu une Marilyn du 21e siècle, Aurélie Saada? Est-ce que ce personnage de Marilyn vous a aidé à trouver le vôtre, notamment au sein des Brigitte? On vous a vu avec les robes à paillettes, toujours sophistiquées, avec un style hyper cousu-main, comme on dit. Est-ce que elle vous a aidé? Oui, dans ses paradoxes. En tout cas, ce personnage plein de paradoxes qui était d'une grande profondeur, avec des blessures profondes, et qui affichait comme ça des robes à paillettes, un air faussement léger et très rigolo. On peut s'arrêter à cette enveloppe, on peut aller voir plus loin. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans le personnage de Marilyn. Et dans le vôtre aussi, on va continuer d'aller gratter, chercher encore plus loin avec vous, Aurélie Saada. Mais d'abord, on va écouter un titre de la bande originale de Rose, bien évidemment, Chérie, chérie, Habibi. Et à présent, avec vous, Aurélie Saada, on sait que vous aimez la nourriture, bien évidemment, la nourriture qui fait vivre. Et vous allez vous faire croquer par notre humoriste du jour qui s'appelle Jérém Rache. L'occasion de mettre vos papilles et les nôtres en éveil sur Radio J. Radio J. Comment vous avez fait dans l'embrissement pour grossir comme ça? C'est pas difficile. Regardez, il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle. Vous attaquez le miel. Pour elle, c'est normal, tout ça c'est normal. Jérém Rache, bonjour. Bonjour Cyril, bonjour Aurélie, bonjour tout le monde, comment ça va? Super. Ça va super. On vous écoute parce que je sais que vous avez la marmite dans l'œil et que notre invité vous a vraiment inspiré aujourd'hui. Il y a de quoi dire sur Aurélie Saada, vous êtes gâtés. Mais c'est super compliqué en fait Aurélie de trouver un plat. C'est même impossible avec toi parce que moi je te vois avec des grandes tablées entourées de plein d'amis, avec des plats débordant de saveurs, de couleurs, d'épices, avec des makrouds, de la paella, du couscous, avec plein de choses. J'adore ça. Je crois qu'on a une musique, non, Cyril? Mais oui, elle va venir, la petite musique, allons-y. C'est vous qui chantez, Aurélie, hein? C'est moi qui chante, j'adore cette chanson, j'adore Bob Azam. J'adore aussi. Tous les titres de Bob Azam, d'ailleurs.
Le but de la chronique, c'est de t'affiler un seul plat. Et du coup, j'ai pensé à toi pour un plat qui m'a fait penser à toi. Roulement de tambour, attention. J'ai pensé à des pâtes à la poutargue. Ah oui, c'est bien J'adore choisi, je crois. C'est votre plat Alors, préféré. attention, c'est vrai? Alors, c'est mon plat préféré pour une bonne raison. C'est parce que la boutargue, chez moi, c'était vraiment, c'est le truc qui était là tout le temps sur la table chez ma grand-mère. Même quand elle était en dialyse, en fin de vie, qu'elle avait plus le droit à rien, on la laissait manger sa boutargue parce que c'était vraiment sa drogue dure. Et on la mangeait pas comme on la mange aujourd'hui. On la mangeait très très sèche. C'était difficile à apprécier. Aujourd'hui, c'est devenu tout mou, tout doux, très. C'est vrai. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose de, ça venait vraiment vous mettre au défi, quoi. Tout à fait. Et la C'est vrai manger qu'il faut pure aimer. comme ça, fallait être vraiment des vrais, quoi. Avec la bourra en combo, ça c'est sûr et certain. Jérém Brach, poursuivez, je vous en prie. C'est ça. Du coup, j'ai pensé à toi. Alors, il faut savoir qu'on dit poutargue ou boutargue. Ça dépend un petit peu des régions. Nous, on dit Et on sait qu'il faut faire attention parce que on a vu ce que ça pouvait donner. Faut pas créer de conflits culturels, quoi. Hein. C'est ça. Alors, et en plus, c'est bapon pour la digestion. Bapon, BP, vous l'avez ou pas? Non. Allez, on aura essayé la blague. Ah, bapon pour la digestion. Ah, c'est pas bon pour la digestion. Voilà. Oi. On aura essayé la petite blague de bœuf. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi des pâtes à la boutargue? Eh ben déjà parce que vu ton parcours professionnel, Aurélie, c'est vrai que tu as une vie qui est extrêmement rythmée et que des pâtes c'est quand même assez simple à faire. Et j'ai vu sur ton Instagram que tu faisais tes pâtes toi-même. Oui, j'ai appris à faire les pâtes avec un chef, Denis Imbrosi. Ouais. C'est génial. Ah, c'est pas évident, hein. Bravo. Ouais, c'est vraiment super de faire Alors, ses elle a propres pas le pâtes. temps, mais elle fait quand même ses pâtes, Aurélie Saad. Hein. C'est vrai, non mais clairement. Et du coup, j'ai pensé à la boutargue parce que quand on est certifié quand même disque d'or et de platine, on peut pas se contenter uniquement d'anchois ou de morue séchée. Quoi. Ah là On va là, pas se mentir, c'est la la morue crème de la séchée, crème. C'est la folie. C'est C'est ça, le luxe ça manque tellement de suprême. place. Je suis d'accord. C'est ça. Et du coup, je me suis dit que pour toi, il fallait quelque chose, un peu comme la poutargue, tu vois, quelque chose de plus raffiné, de plus prestigieux, de plus élégant. En un mot de plus, toi. Comme tu es mignon. Bravo, Jérém Brach. Merci beaucoup. Et puis, j'ai envie qu'on remette un petit peu cette musique Fais-moi du couscous, bien évidemment, sur Radio J, parce que je crois que vous aimez énormément le couscous, Aurélie Saada, vous le faites. Moi, je crois, j'adore ma tradition tunisienne de cuisine. Donc, c'est vrai que je cuisine vraiment la pkaïla, la mloria, la brani. Je crois même que vous avez un groupe WhatsApp en tout petit comité qui s'appelle Blata et Pkaïla, Oui. dans lequel vous parlez énormément de bouffe. Tout à fait. Voilà. De New York à Paris. C'est ça, de New York à Paris. Merci beaucoup, Jérém Brach. Et je rappelle que vous jouez votre spectacle Pourquoi pas à Paris tous les mardis à 19h30 dès le 4 janvier 2022 à la Divine Comédie. Ce sera jusqu'au 5 avril 2022 avec plein d'autres dates, bien évidemment, en France. Merci encore. En attendant, on vous retrouve de vous retrouver sur scène. On vous retrouve sur Radio J, bien évidemment, en chronique, podcast, YouTube, bien évidemment, sur Radio J, radioj.fr. On poursuit cette émission, bien sûr, avec vous, Merci Aurélie beaucoup. Saada, encore et toujours. Merci, Jérém Brach.